Donc avant tout, un grand merci au Centre de la mémoire d'Oradour et à sa directrice Babette Robert de son invitation. C'est un très grand plaisir pour moi. Merci d'être venus si nombreux. Alors, pour parler de ce village que vous ne connaissiez peut-être pas, enfin certains d'entre vous le connaissent bien et l'ont déjà visité, village, donc le titre j'ai mis Belchite, village martyr. On peut peut-être un petit peu réfléchir sur cette notion de village martyr qui est assez commune à Oradour, et précisément dans le programme que je coordonne, on réfléchit pas mal à cette notion de village martyr qui est devenue une expression relativement banale, hein, qui s'est imposée dans l'espace public, qui est même parfois utilisée, je l'ai vu récemment, pour désigner des villes touchées par le coronavirus en Italie, à Bergame par exemple. Et cet usage banalisé recouvre une expression qui n'est pas très claire, une ville dévastée, un village, ville ou village d'ailleurs, on ne sait pas, dont la population a été massacrée et dont la mémoire est conservée. Alors donc dans ce groupe de travail, nous réfléchissons précisément à l'échelle européenne sur différents cas de villages martyrs, bien entendu Oradour, ça va sans dire, Belchite en fait partie, mais d'autres cas à l'échelle européenne comme peuvent être Marzabotto en Italie, Kustrin en Pologne et bien d'autres encore. Voilà, donc nous réfléchissons à cette catégorie et c'est la raison pour laquelle je l'ai reprise avec ce tiret qui la réifie en quelque sorte. Alors évidemment, cette conférence faite ici à Limoges résonne et nous l'aurons tous en tête avec le cas d'Oradour, mais nous verrons aussi que le cas de Belchite est fort différent. Je crois que c'est plutôt un rapport en miroir qu'un rapport de similarité qui est ici en jeu, mais je vous laisserai en juger par vous-même. Et puis, peut-être revenir sur quelque chose qu'a dit Marc, qui est une méthodologie. Alors, c'est la méthodologie qu'en histoire on appelle de micro-histoire, c'est-à-dire de se concentrer véritablement sur des cas extrêmement petits. Là, il s'agit d'un bourg d'environ 3000 habitants avant la guerre civile, donc c'est très très petit à l'échelle de l'Espagne. Mais la micro-histoire, c'est une démarche un petit peu plus compliquée que ça, parce que souvent d'ailleurs on la résume à un problème d'échelle. On pense que la micro-histoire c'est de faire de l'hyper-local. Mais non, c'est pas exactement ça. La micro-histoire, c'est de rechercher un objet qui est tout à fait singulier, qui n'est représentatif de pas grand-chose, mais qui par sa singularité va permettre d'entrevoir des phénomènes qui sont partout dans le pays, mais qu'on ne voit que là. Hein, comme s'il y avait une espèce d'accroc dans le tissu de l'histoire. Et précisément, Belchite n'est pas du tout représentatif de la guerre d'Espagne, il est tout à fait singulier, c'est un cas unique, et c'est précisément cette singularité qui est intéressante parce qu'elle permet d'entrevoir des phénomènes qui, à mon sens, sont des phénomènes qui concernent l'ensemble de l'Espagne dans son rapport à la guerre civile et au traumatisme de la violence. Voilà ce que je voulais m'en expliquer, on peut revenir dessus après, justement dans l'introduction. Alors, avant toute chose, et de manière relativement rapide, parce que je ne suis pas non plus un spécialiste de la guerre civile espagnole, je vais raconter les circonstances de la destruction de ce village, et bien entendu, je vais commencer par vous montrer où il est. Hein. Alors, est-ce que ça marche comme ça? Yes, formidable, très bien. Alors, cette carte vous représente l'état des deux camps qui s'affrontent au début de la guerre civile. En couleur bleue, vous avez les territoires occupés par les rebelles, par les franquistes, et puis en jaune ou en orange, je ne sais pas, ce sont les territoires de la République. Et donc, vous le voyez, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dès le début et dès le mois de juillet 1936, Belchite, ce petit village, se retrouve à la frontière des deux Espagnes qui vont se combattre pendant 3 années, comme vous le savez, entre juillet 36 et avril 39. C'est donc un village qui n'avait évidemment jamais été un village frontière, mais qui le devient. Et en face, le village de Lessera, qui est à 3 km, et lui est un village républicain. Alors ce qui va se passer dès le mois de juillet 1936, c'est que, comme vous le voyez sur la carte, la grande ville de Saragosse, qui est à environ 40 km, la grande ville de Saragosse, qui est la capitale de l'Aragon, est du côté franquiste, dès le début. Et donc, les phalangistes de Saragosse vont se précipiter sur Belchite dès le premier jour de la guerre civile et vont occuper ce village, qui devient donc immédiatement un village franquiste dès le début de la guerre civile.
évidemment, il faut le préciser, dans les jours qui suivent cette occupation par les phalangistes, eh bien, les populations réputées de gauche sont exécutées. En particulier le maire, parce que depuis 1936, depuis le Front populaire, Belchite votait à gauche. Donc il y avait une majorité de gens de gauche, et on a du mal déjà à estimer le nombre de tués, environ entre 300 et 360, qui sont exécutés, pas nécessairement d'ailleurs à Belchite, mais que l'on retrouve quelques jours plus tard dans les champs qui entourent le village. Donc première offensive, je dirais, première occupation et première répression. Une fois que les franquistes ont occupé ce village, ils savent bien que c'est un village frontière, donc ils vont comment on dit en français, atrincherar. Ils vont le convertir en un véritable fortin militaire, et 2000 militaires viennent occuper le village. Donc vous avez environ 3000 habitants et 2000 militaires, ça fait un ensemble de 5000 personnes, c'est beaucoup. Et puis là, la population est enrôlée pour participer à la construction de défense du village de Belchite, qui est véritablement construit comme un petit fortin militaire pendant un an. Rien ne se passe donc, et puis il faut passer... Pardon, alors je ne sais pas, je dois pointer par là. Non, je ne suis pas très doué, comme vous le voyez. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Voilà. Un an plus tard, eh bien, commence la fameuse bataille de Belchite. Fameuse bataille de Belchite, qui est un des grands événements de la guerre civile espagnole. Alors, de quoi s'agit-il? Vous retrouvez Belchite ici. La ligne rouge, c'est le front stable depuis l'été 1936. Et un an plus tard, donc dans l'été 37, eh bien, l'armée républicaine décide de lancer une grande offensive qui est représentée, vous voyez, par cette flèche rouge, une grande offensive dont l'objectif, en principe, était de prendre Saragosse et qui a totalement échoué. Pourquoi les républicains et l'armée républicaine lancent-elles cette grande offensive? Entre 60 et 80 000 soldats, donc c'est une offensive considérable. Eh bien, il s'agit de prendre Saragosse, mais surtout de soulager le Pays basque qui est en train d'être assiégé par les franquistes. Il s'agit de faire une espèce de contrepoids. Alors, c'est une grande bataille qui s'engage à partir du 24 août 1937, et une bataille qui va durer jusqu'en début septembre. Et vous le voyez sur la carte, les gains territoriaux de l'armée républicaine sont absolument ridicules, puisqu'ils sont figurés par ces pointillés jaunes. Évidemment, Saragosse n'est pas prise, et le gain territorial n'est que de quelques dizaines de kilomètres au prix d'un effort guerrier absolument gigantesque. Mais malgré tout, dans cette offensive, comme vous le voyez, Belchite tombe. Alors Belchite tombe, mais non pas sans résister. C'est-à-dire que pendant 14 jours, la ville sera copieusement assiégée, bombardée, pratiquement entièrement détruite, avec ses 4 à 5 000 habitants retranchés dans la ville, qui sont bombardés par l'artillerie républicaine. Et puis finalement, le 6 septembre, la ville finit par tomber entre les mains des républicains. Et là, une deuxième vague de répression se développe, bien sûr. Donc, il existe évidemment une répression républicaine, qui est d'ailleurs très très bien étudiée, que l'on connaît très bien. Donc les militaires sont en général exécutés, et puis les habitants, on les fait défiler, puis s'ils ont la marque du fusil sur l'épaule, ils sont exécutés également dans les oliveraies qui entourent le village de Belchite, et enterrés dans des fosses communes, dont je vous reparlerai peut-être tout à l'heure. Donc voilà, Belchite est devenue républicaine. Quand les républicains occupent cette ville à moitié détruite, désormais, on évacue les populations vers la zone républicaine, c'est-à-dire vers l'est. Et donc la ville est à peu près inhabitée. Et puis troisième époque, non, c'est pas ça. Voilà. Troisième époque, cette fois-ci on est au printemps 38, donc 6 mois plus tard, un peu plus, on est en mars 1938, et il y a une grande contre-offensive franquiste qui est menée depuis Saragosse et qui là aussi, c'est une offensive militaire considérable en mars 1938. Donc évidemment, comme vous voyez, au passage des troupes franquistes, Belchite est reprise, et ces troupes franquistes, eh bien, elles repoussent l'armée républicaine jusqu'à la Méditerranée, et donc l'Espagne républicaine se retrouve coupée en deux. C'est donc le début de la fin au printemps 1938.
1938. Donc voilà, Belchite est reconquise pour une troisième fois, à nouveau détruite. On n'en est pas tout à fait sûr, mais il semblerait que dans cette reconquête, la fameuse Légion Condor soit intervenue. C'est important de dire que les destructions sont aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, même si plus tard elles n'ont été attribuées qu'aux républicains. En vérité, les destructions viennent des deux côtés. Et en mars 1938, Franco est là. Donc il libère, entre guillemets, ce village et fait un célèbre discours devant ses soldats dans ce qu'il reste de la mairie du village, le 3 mars 1938. Et puis aussitôt après, bien entendu, se développe à nouveau une grande phase de répression qui, celle-là, va durer 40 ans et qui est extrêmement cruelle et qui conduit bon nombre de Belchitains et de gens des alentours dans les prisons du franquisme, voire jusqu'à l'exécution. On estime que la répression franquiste, c'est entre 130 et 160 000 morts. On n'en a pas le chiffre exact, c'est-à-dire 3 fois plus importante que la répression républicaine. Alors, ce village a donc été, vous voyez, copieusement abîmé. On estime, mais c'est difficile à estimer, parce que moi je me base sur les papiers que le maire déclare après-guerre, et le maire, il a évidemment un petit peu intérêt à gonfler les chiffres. Donc, selon cette documentation, on arrive à 98% de destruction. Mais vous verrez tout à l'heure, il y a des photos des années 40 qui nous conduisent tout de même à nuancer cet état de destruction. Je pense qu'il est beaucoup moindre en vérité, mais il est quand même tout à fait important. Quant au nombre de morts totales pendant ces offensives et répressions successives, il est très difficile à estimer. On ne le connaît pas aujourd'hui. Peut-être entre 1500 et 2000 morts. Quelque chose comme cela, mais vous voyez que c'est très vague, hein. On n'a pas une idée extrêmement précise, mais c'est un village quand même suffisamment détruit d'ailleurs pour être immédiatement, comme on dit en Espagne, adopté par le caudillo. Les villages qui ont eu un taux de destruction de plus de 80% sont personnellement adoptés par Franco, c'est ce qu'on appelle les pueblos adoptados, il y en a environ 175 en Espagne, et Belchite est le premier pueblo adoptado d'Espagne. Alors, l'originalité de Belchite, c'est de pas d'avoir été détruite. Des villages espagnols détruits par les mouvements guerriers de la guerre civile, il y en a des quantités, des villes aussi. Hein. Barcelone a reçu autant de bombes que Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas à vous citer les cas de Guernica, de Malaga, de Durango. Bon, des villes détruites et des zones détruites, il y en a même beaucoup. Il y en a beaucoup, même si les taux de destruction n'atteignent pas ceux de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas ça qui fait l'originalité de Belchite. Ce qui fait son originalité, c'est que au printemps 1938, Franco prend la décision absolument inédite à son époque de conserver le village en ruine, de le congeler. Une décision qui ressemble donc très étrangement à celle qui sera prise à Oradour en mai 1946. Et je me suis beaucoup intéressé à cette décision. Et lors donc il prend cette décision. Je dois vous dire que je n'ai jamais trouvé le document signé par Franco. Malheureusement, je le cherche encore. Peut-être qu'un jour je le trouverai, mais j'ai quand même un faisceau de preuves. Hein, parce que dans d'autres cas, c'est aussi lui qui a pris la décision. Donc, à mon avis, il a dû la prendre là. Il a dû la prendre entre le mois de mars et le mois de mai, et début mai. Je suis un petit peu gêné. Non, c'est pas ça. Voilà. Il a dû prendre cette décision donc au printemps après sa visite, et puis il décide donc de reconstruire un nouveau village à côté de l'ancien. Et ça, c'est une décision tout à fait étrange et tout à fait inédite à cette époque, et vraiment, justement, je vais vous en parler plus avant. Voilà. Je m'arrêterai là hein, pour ce qui est des faits de la guerre civile, pas besoin de rentrer dans trop de détails. Et vous pourriez peut-être vous demander, mais pourquoi étudier ce village? Parce que ce village est donc le seul cas hein, d'un village intégralement gardé. Il existe toujours, il est toujours en ruine. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui m'a semblé, c'était mon intuition de départ, c'est que si j'étudiais le rapport que les Espagnols entretenaient aux ruines de Belchite, je pouvais sans doute essayer de comprendre le rapport qu'ils entretenaient au passé traumatique de la guerre civile. Voilà l'hypothèse fondamentale, étudier les ruines, et c'était une manière d'essayer de comprendre
et de renouveler cette question du rapport difficile que les Espagnols entretiennent avec la guerre civile, mais également le franquisme, naturellement. Alors si j'ai mis cette diapositive qui suit, c'est parce que Belchite a été immédiatement un grand mythe du franquisme, et Franco a exploité véritablement jusqu'à la corde le mythe de Belchite. C'est un mythe franquiste. Mais avant de vous dire que c'est un mythe franquiste, je devrais d'abord vous dire que ça a été un mythe républicain. Parce que lors de la très difficile conquête de Belchite, qui a duré quand même 14 jours, ce qui n'est pas très glorieux pour l'armée républicaine, il y avait quantité de journalistes qui étaient là et qui attendaient que le village tombe, et il ne tombait jamais parce qu'il résistait, comme un village gaulois. Et finalement, la République en avait fait une affaire presque de principe. Il fallait absolument que ce village tombe pour prouver qu'elle était capable de livrer une grande bataille. Je ne suis pas sûr que les Espagnols aient été dupes, parce que, comme on l'a vu, les gains territoriaux étaient assez ridicules. Mais dans la presse républicaine, on parle énormément de Belchite pendant la bataille. Et donc Franco va retourner ce mythe et finalement s'emparer de cette propagande républicaine pour la retourner et utiliser ce village comme un élément central de sa propagande. Et en fait, le coup d'envoi de cette opération, eh bien, c'est cette couverture de journal, c'est le journal de Saragosse, El Heraldo de Aragón. C'est le 12 octobre 1937. Le 12 octobre, si vous connaissez un peu l'Espagne, ça vous rappelle quelque chose, c'est la fête du Pilar, qui est la vierge la plus importante d'Espagne, et elle est précisément à Saragosse, tous les 12 octobre. C'est d'ailleurs la fête nationale espagnole encore aujourd'hui. Donc le 12 octobre 1937, Franco se rend au Pilar, dont vous voyez là derrière, elle est toute petite, hein, la Vierge du Pilier. Et puis il pose, enfin c'est un photomontage, mais il pose devant la Vierge du Pilar et il déclare que Belchite a été un événement extrêmement glorieux de la résistance face aux troupes rouges séparatistes ou marxistes, la horde marxiste, entre guillemets, hein, naturellement. J'utilise tous ces termes entre guillemets. Donc c'est le coup d'envoi d'un usage politique de ce village qui ne va cesser de s'intensifier par la suite. Alors ce à quoi en fait référence, ce à quoi fait référence ce mythe, c'est un très vieux mythe espagnol, qui est un mythe central du nationalisme espagnol, et qui est le mythe de Numance. Numance, c'est une ville du nord de l'Espagne, qui, comme Sagonte, a résisté à l'invasion romaine. Mais elle a résisté jusqu'à ce qu'elle soit tombée. C'est exactement la même chose. Numance, c'est pas simplement qu'on résiste à l'envahisseur, c'est qu'on se sacrifie et qu'on meurt contre l'envahisseur. Et ce mythe, il est extrêmement important. Il a structuré tout le nationalisme espagnol au XIXe siècle. À partir de quoi? Eh bien, à partir de deux sièges célèbres, qui sont les deux sièges de Saragosse en 1808 et 1809, et qui ont structuré et ravivé ce mythe numantin, et qui ont réactivé ce mythe numantin. Et je vous le rappelle, Saragosse, c'est à 40 km, hein, donc on vit depuis le XIXe siècle dans cette vision numantine de la résistance de Saragosse aux troupes napoléoniennes. Et puis Franco a de la chance parce qu'un an avant Belchite, il y a eu un événement qu'il a parfaitement exploité, qui est l'Alcazar de Tolède, où là aussi des cadets de l'armée franquiste ont résisté pratiquement jusqu'à la mort face à l'armée républicaine, et puis qui ont été sauvés in extremis par Franco, qui a détourné ses troupes, qui ne sont donc pas allés à Madrid, mais qui ont libéré Tolède, qui ont pris Tolède en septembre 1936. Voilà, on est donc dans une configuration mythologique qui est très importante. Hein. La guerre, c'est évidemment une guerre des armes, c'est une guerre des mots, mais c'est aussi une guerre des idées, une guerre des mythes. Ils sont profondément mobilisés. Donc Franco décide de faire de Belchite un monument qui est un monument de dénonciation de la barbarie républicaine. Voilà. Et ce monument, il est extrêmement commode, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il est là. Ah, ben décidément, je ne suis pas habile. Hein. Pardon. Voilà. Ça, je crois que cette image est assez intéressante. C'est la couverture d'une revue qui s'appelle Reconstruction. Un petit peu plus tard, en avril 40, c'est le premier numéro de la revue, et c'est la revue du service des régions dévastées. C'est le service qui est censé reconstruire l'Espagne après la guerre, qui est plus ou moins imité de ce qu'ont fait les Français et les Belges en 1918.
Et donc sur ce premier numéro, il est entièrement consacré à Belchite. Entièrement consacré à Belchite. Et il y a cette représentation extrêmement intéressante où l'on voit le profil des ruines de l'église paroissiale de Saint-Martin de Tours. Et puis, vous le voyez derrière, en filigrane, en quelque sorte, on voit le profil du clocher tel qu'il existait avant la guerre civile. Donc, on voit bien le rapport un petit peu fantomatique à la guerre, une représentation tout à fait saisissante de la singularité de Belchite, comme si le passé et le présent étaient en même temps, dans le même lieu. Voilà ce qu'illustre cette couverture. Peut-être je vous montre aussi une autre chose qui je trouve aussi intéressante. Alors pour la petite anecdote, quand je me suis promené à New York après les attentats du World Trade Center, eh bien on vendait des cartes postales qui montraient l'ensemble de Manhattan, vue d'avion, et les deux tours jumelles étaient dessinées dans un blanc laiteux, exactement de la même manière que là. Donc c'est une représentation très classique, finalement, qui perdure encore aujourd'hui. Ah, je vais y arriver, hein, je vous jure que je vais réussir à maîtriser cet engin. Ça, on est toujours dans la même revue, c'est intéressant, c'est un photomontage très étrange, qui est censé représenter le moment où Franco a prononcé son fameux discours, le 3 mars 1938. Alors, c'est un photomontage, donc on voit Franco en militaire, qui a l'air de flotter dans les airs. Il est devant un pan de mur, où il y a un trou, vous voyez, c'est comme si c'était un tableau, c'est comme si c'était au musée, en fait. Il est en train de nous montrer un tableau, et que représente ce tableau? Eh bien, c'est le spectacle de Belchite en ruine. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, c'est comme une bande dessinée, il nous dit en bas... je vous jure que sur les ruines de Belchite, nous édifierons une cité belle et ample, comme en hommage à son héroïsme sans égal. Voilà. Et cette phrase, elle sera répétée comme un mantra pendant 40 ans aux Belchitains et au reste des Espagnols d'ailleurs. Donc c'est la promesse d'une renaissance sur les ruines d'une Espagne libérale et démocratique. Voilà. En fait, Belchite, c'est aussi l'image de ce que Franco interprète comme l'échec d'une Espagne démocratique et libérale. Et le nouveau village, comme je vais vous le montrer, c'est au contraire la vitrine de l'Espagne. C'est une année zéro, c'est une nouvelle Espagne qui naîtra sur les ruines de Belchite, d'où la nécessité de conserver les deux l'un à côté de l'autre. Vous voyez la vieille Espagne, ce à quoi ça a conduit, la guerre civile, le meurtre, la barbarie. Regardez la nouvelle Espagne, flambante neuve, prospère et heureuse. Voilà, donc c'est à la fois l'année zéro, et puis c'est à la fois un ground zero, à la new-yorkaise, si vous voulez. Voilà quelques éléments qui vous montrent comment fonctionne la propagande franquiste. Alors cette propagande franquiste, elle va se développer. Pourquoi j'ai ça? Oui, cette propagande franquiste, elle va se développer de manière extrêmement intense dans les années 40 et 50, convertissant ce village en véritable vitrine du régime. Ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des principales. Voilà. Alors avant de vous expliquer cela, je voudrais un petit peu revenir sur cette décision, mais je vois que le temps court, donc il faut vraiment que j'accélère. La décision de conserver ce village est quand même une décision qu'il faut peut-être remettre dans son contexte historique de la première moitié du XIXe siècle. Rapidement, vous le savez, après la Première Guerre mondiale, en Belgique et en France, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si on allait conserver des ruines de guerre. Il y a eu même des débats au Parlement, et en particulier les débats ont tourné autour de la conservation éventuelle de la cathédrale de Reims, qui avait été bombardée par les Allemands le 14 septembre 1914. Finalement, les Français ont opté pour la reconstruction de la cathédrale, mais il y a eu beaucoup de débats, et beaucoup de Français étaient tout à fait favorables à garder la cathédrale de Reims comme un monument à la dénonciation de la barbarie allemande. Donc beaucoup de débats, mais en 18, peu de réalisations finalement. Par contre, et vous le savez bien, après 1945, il y a beaucoup de réalisations. Alors, il y a Oradour, naturellement, mais il y en a bien d'autres. Il y a Coventry, dans la plupart des églises, dans la plupart des villes britanniques et dans la presque totalité des villes allemandes, il y a des édifices en ruine qui ont été conservés, comme la fameuse église du Souvenir à Berlin en particulier, que vous devez avoir en tête. Alors, entre un moment où l'on débat de conserver la ruine de guerre, mais on ne le fait pas,
Et le moment où on le fait, c'est-à-dire en 1945, Belchite, c'est le chaînon manquant. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors ça, c'est une première chose que je voulais vous dire, mais comment expliquer cette décision un petit peu inédite, puisque c'est la première fois qu'on le fait, au XXe siècle. Aujourd'hui, c'est fréquent, évidemment, on pense tous à Hiroshima, etc. Il faut quand même... Il y a peut-être quelque chose qui est propre à l'histoire espagnole. C'est que depuis les guerres napoléoniennes, les Espagnols ont pris l'habitude de conserver des ruines de guerre. Et ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai trouvé nulle part en Europe. Donc ça, c'est assez étrange. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ces deux édifices, l'un qui est à gauche à Madrid et l'autre qui est à Saragosse à droite, et qui sont des traces des guerres d'indépendance et des guerres napoléoniennes, et qui ont été conservées tout au long du XIXe siècle en tant que ruines de guerre. Donc il y a là une sensibilité des Espagnols tout à fait particulière, qui explique peut-être que ce soit ce pays qui ait franchi le pas que d'autres n'ont pas ont pensé faire, mais n'ont pas véritablement franchi, en tout cas jusqu'à Oradour. Et puis, un autre élément qui est sans doute tout à fait fondamental, mais décidément, oui, un autre élément, c'est que les franquistes, comme tous les fascistes, ont une fascination pour les ruines. Il y a toute une théorie du grand architecte d'Hitler, Albert Speer, sur la théorie qui s'appelle la théorie des ruines... pardon, j'ai un trou de mémoire. Vivante ou quelque chose comme cela. Pardonnez-moi, je vais retrouver l'expression. Bon, dans les fascismes européens, on a une véritable fascination pour la ruine. Hein. De toute façon, on a en général une fascination pour les gestes de violence et de destruction. Et les franquistes ne font pas, évidemment, exception. Et après la guerre, il n'y a pas qu'à Belchite que l'on conserve des ruines en vérité. Il y a plusieurs lieux qui sont assez célèbres en Espagne, mais qui aujourd'hui ne sont plus en ruines. Ça a été reconstruit. Donc par exemple, ici, ce sont les ruines de l'Alcazar de Tolède, qui sont restées en ruines jusque dans les années 50. Puis finalement, on l'a reconstruit. Ça, ce sont les ruines du séminaire de Teruel, également reconstruit finalement. Ça, c'est un petit clin d'œil, parce que c'est là où j'ai travaillé pendant 7 ans. Ce sont les ruines de la Casa Velázquez, dans la cité universitaire de Madrid, un bâtiment totalement détruit par l'artillerie. Et puis là, c'est un autre monument qui est un peu étrange. Alors vous voyez, c'est le socle d'un monument. Je vais vous montrer si j'arrive à passer une diapo correctement. Oui, voilà. En fait, ce monument avant-guerre, il ressemblait à ça. C'était un monument au Christ-Roi qui avait été inauguré en 1919 et qui a été dynamité par les Républicains. Et donc, après-guerre, vous voyez son état avec le drapeau franquiste au-dessus. Et donc, ces ruines ont été conservées. Elles existent encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a ça, qui s'appelle El Cerro de los Ángeles, et puis Belchite. C'est à peu près tout. Hein. Il n'y en a que 2. Mais au début, il y avait un véritable réseau qui couvrait toute l'Espagne de ruines, avec l'organisation d'innombrables cérémonies, de pèlerinages, etc. Mais de ce réseau, aujourd'hui, il ne reste plus que notre petit village. Alors, ce petit village a donné lieu, je reviens à Belchite, à, je vous le disais, des commémorations extrêmement intenses. C'est la vitrine du régime, et il y a une densité commémorative extrêmement forte à l'intérieur de ce village, dont la taille est à peu près comparable à celle d'Oradour. Enfin, on en discutait tout à l'heure, peut-être un petit peu plus petit, mais c'est à peu près pareil. Au milieu du village trône cette grande croix qu'on appelle la croix des Caídos. Les Caídos, ce sont ceux qui sont tombés du côté de l'armée franquiste. Et cette croix a été érigée au milieu et elle est l'épicentre de toutes les cérémonies franquistes. Des monuments à los Caídos, on en trouve dans tous les villages espagnols hein, et dans toutes les villes espagnoles encore aujourd'hui. C'est comme nos monuments aux morts. Hein. Bon, celui-là est particulièrement important. C'est une photo, vous le voyez, de 1940. Alors, oui, non. Oh là là. Oh non, mais on dirait pas que je suis prof, hein, c'est vraiment terrible. Alors, voyez, c'est pour vous montrer beaucoup de, voilà, bon, ça c'est un soldat, là il y en a d'autres, voilà, ça c'est dans la campagne, etc. Il y en a partout. Il y en a partout. Et celui-là est particulièrement intéressant parce que c'est un autre monument à los Caídos. Il a une forme tout à fait singulière, car vous le voyez, il a une forme ronde. Alors pourquoi a-t-il une forme ronde? C'est le seul d'Espagne comme ceci. Alors parce que
Belchite, c'était une région où on cultivait les olives. Et donc, dans chaque maison, il y avait des presses à huile, qui étaient donc rondes, bien entendu. Elles étaient énormes, hein, ces presses. Pendant la bataille de Belchite, ne sachant pas quoi faire des cadavres, eh bien, on a empilé les cadavres dans les presses à huile. Une couche de cadavres, une couche de chaux, une couche de cadavres, etc. Il y en a des dizaines dans toutes les presses à huile qu'on appelle trujal en Aragon. C'est un mot aragonais. Et ça, c'est la plus grande presse à huile du village. Il y aurait environ 60 personnes dedans. Et donc les franquistes vont utiliser cette presse à huile et vont l'ériger en monument à Los Caídos, avec cette croix et un discours. Bon, en fait, pour l'anecdote, ils se sont trompés parce que, en fait, les cadavres, ils sont là. Mais bon, voilà, bon, bref, il n'est pas très bien renseigné. Mais moi, les gens du village, ils m'ont dit, non, non, les cadavres, ils sont là, c'est là où le sol est affaissé, vous voyez? Parce que les corps ont séché, donc le sol s'est affaissé. Bref, les franquistes ont construit leur monument. Donc, tous les trujales, toutes les presses à huile sont devenues monumentales. Il y en a absolument partout. Bon. Important et très important, évidemment, dans une Espagne qui se dit nationale catholique, c'est l'habillage religieux de ces fêtes patriotico, militaro, religioso, touristico, enfin tout ce que vous voulez, un doux mélange. Le retour de la Vierge, alors qui est vécu par les Belchitains comme un véritable miracle. Il y avait une petite Vierge à Belchite. Et miracle, pendant la guerre, cette Vierge, bien entendu, n'a pas été atteinte par les bombes. Elle a même fui avec ses petites jambes. Elle est allée où? À Saragosse, évidemment. Elle est allée voir sa grande sœur, la Vierge du Pilar. C'est pour ça qu'on appelle la Pilarica, la petite Pilar. Bon, et après-guerre, eh bien évidemment, elle revient à Belchite. C'est un retour triomphal qui est vécu comme un véritable miracle, parce qu'après la guerre civile espagnole, on voit beaucoup de vierges apparaître dans les ruines. Mais pas à Oradour, que je sache. Mais il faut qu'on mène l'enquête. C'est souvent, il y a beaucoup de phénomènes surnaturels dans les ruines. Beaucoup. Je pourrais vous en citer beaucoup, mais là, on est parti pour la nuit. Alors, il faut que j'accélère. Donc, importance des usages religieux, naturellement, en particulier sur cette image, l'article qui est en dessous vous dit « La Vierge, en passant, a heurté, caressé le portrait de Franco ». Bon, ben voilà, tout est dit. C'est là, la légitimité de Franco est évidemment une légitimité aussi militaire, mais aussi religieuse, naturellement. C'est très important que le cadre religieux des Belchitains ait été immédiatement reposé, très fortement. C'est, je crois, quelque chose qui leur a aidé à surmonter l'épreuve de la destruction. Et puis, je vais passer plus vite, des usages commémoratifs et puis des usages imagés. Beaucoup d'images, beaucoup de photographies. C'est une photographie que j'ai trouvée dans les archives à Madrid, un soldat franquiste qui se fait prendre en photo à l'occasion d'un petit voyage devant les ruines de Belchite, et puis d'innombrables représentations. Celles-ci sont très célèbres, et moi j'ai beaucoup travaillé sur ces représentations, même si je ne suis pas un historien de l'art. Pourquoi? Parce que je ne vous ai pas dit que dans le village d'à côté de Belchite, ça s'appelle Fuendetodos, et Fuendetodos, c'est le village de naissance de Goya. Alors quand on connaît bien les représentations des désastres de la guerre de Goya, on reconnaît tout de suite une patte goyesque dans ces représentations. D'ailleurs, cette image-là a la structure d'une des estampes des désastres de la guerre. C'est une imitation, une pâle imitation. Donc Belchite, vous le voyez, réactive encore une fois la guerre d'indépendance et la guerre napoléonienne. Donc voilà, Francisco Sidon, Belchite en color. Il y en a d'innombrables, je vais passer un petit peu vite. Ça, c'est celle qui a fait l'affiche, par Rocarol, qui est un ancien républicain, du reste. Voilà un autre pas très bon artiste local qui passe sa vie à dessiner des villages en ruine, et en particulier Belchite. Vous voyez, ça s'appelle « Village d'Aragon dévasté par la guerre », publié en 1943. Voilà. Donc, un usage et des images extrêmement prégnantes qui imprègnent la société espagnole de cette époque. Et pour terminer sur ces usages intensifs et politiques, il faut que je cite aussi l'organisation des premiers tours touristiques. Dès la guerre, les services de propagande franquistes ont organisé des tours au milieu des ruines, au Pays Basque, en Andalousie.
et en Aragon, naturellement. Donc il y a un monsieur qui s'appelle Luis Bolin et qui organise des tours. Alors, pendant la guerre, et puis après la guerre aussi, naturellement, ça a beaucoup de succès, en particulier auprès des Britanniques. Donc tout ça est très bien organisé, et vous voyez que ce village est pleinement exploité dans tous les sens du terme. Ceci dit, et c'est ça la chose étrange, c'est que l'usage politique est intense, et pourtant, les franquistes et Franco n'ont absolument rien fait pour conserver ce village. Il aurait pu, comme le général de Gaulle, décider de le classer monument historique. Ça n'a pas été le cas. Rien n'a été fait. Il aurait pu donner de l'argent à la mairie locale pour conserver les ruines dans leur état. Rien du tout. Et vous pensez bien que ce petit village avait d'autres priorités que de conserver des ruines. Il fallait survivre dans une Espagne extrêmement meurtrie. Donc, contradiction, on conserve le régime pour en faire une vitrine, mais on ne se donne pas les moyens de le conserver. Ce qui au départ n'est pas très grave, ça ne se voit pas trop, mais très rapidement, eh bien, le village va s'effondrer, littéralement, les Belchitains restant d'ailleurs propriétaires des parcelles. Il n'y a pas eu d'expropriation comme à Oradour, par exemple. Et les ruines sont donc de leur responsabilité personnelle. C'est-à-dire que si le mur s'effondre sur quelqu'un, c'est personnellement qu'ils sont responsables. Alors, que font les habitants dans ce cas-là? Quand ils voient un mur branlant, ils vont l'abattre pour qu'il n'y ait pas de péril et qu'ils ne soient pas poursuivis par la justice. Alors à la fois, on leur interdit de reconstruire leur village, et ils vont rester 23 ans dans l'attente d'un nouveau village, et à la fois, s'il y a un mur s'effondre sur quelqu'un, ils en sont responsables. Vous voyez qu'ils sont pris tout à fait en étau, mais le régime n'a pas fait grand-chose. Alors s'il a fait quand même quelque chose, c'est qu'il a construit un nouveau village. Ah, alors ça je vais vous le montrer parce que moi je l'aime beaucoup. Alors non, là il faut que je revienne en arrière. Voyez le plan, en noir vous avez le vieux village, et puis ce qui jouxte au-dessus, c'est le nouveau village, dont le plan est évidemment inspiré de la ville de Numance, bien entendu. Bon, alors à partir de 1940, on construit un nouveau village, et les deux villages se touchent. Et en fait, ils sont construits en miroir. Et je vous le donne en mille, le point d'articulation des deux villages, c'est un monument à Los Caídos, qui n'a jamais été construit, mais qui était censé être le point d'articulation entre les deux villages. Et ce nouveau village, il est finalement inauguré en 1954. On voit ici Franco qui revient, deuxième voyage, qui revient pour inaugurer le nouveau village de Belchite. Un village très impressionnant parce qu'il est totalement surdimensionné. Après-guerre, il y a 1000 habitants à Belchite. Donc il n'y a pas grand monde. Et je ne suis même pas sûr qu'en 1954, on soit à 1000 habitants. Donc ce nouveau village doit être un village vitrine du nouveau régime, et cette cérémonie d'inauguration est couverte par la télévision, on en a d'innombrables preuves, de traces, le discours est très célèbre, etc. Discours très anticommuniste, parce que c'est le moment où l'Espagne fait valoir son anticommunisme pour rallier le camp occidental. Je vous rappelle que l'année d'après, en 1955, l'Espagne est réadmise à l'ONU, avec l'appui des États-Unis. Et puis un village qui est plein de symbologie franquiste. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'Espagne, ça c'est le fondateur de la Phalange, ça c'est l'écusson de l'Espagne, avec l'aigle impérial, que les Espagnols appellent le poulet, mais enfin ils l'appellent le poulet entre eux, pas en public. Et ça c'est le symbole de la Phalange, le joug et les flèches. Donc un village très, très, très beau, très propre, alors, dont l'architecture est absolument hallucinante, parce que, je vous le disais, il est surdimensionné. Donc architecture impériale pour les monuments publics, une immense place que vous avez aperçue tout à l'heure pour les grands rassemblements de masse. C'est un village fasciste. C'est incroyable, un village fasciste. Et il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui en Europe. Donc moi, je milite pour sa conservation parce que c'est très intéressant. Une architecture impériale qui est évidemment imitée de l'architecture de l'Escorial du XVIIe siècle. Et puis alors, pour les villageois, une architecture populaire, régionaliste, mais complètement réinventée au goût du franquisme, naturellement. Bon, pour les Belchitains, c'est un événement majeur, c'est la première fois qu'ils ont l'eau courante chez eux. Et puis en plus, c'est Franco qui leur a remis la clé. Alors ça, moi, ils me le disent encore. Tu vois cette main, Franco l'a touchée. C'est le toucher des écrouelles.
Ce qui est intéressant aussi dans ce nouveau village, c'est que c'est un village évidemment qui reflète la société franquiste. Donc c'est un village qui a une très forte hiérarchisation. Les combattants de Belchite et les familles de franquistes sont logés dans la rue principale du village, et puis sur les alentours, on met les autres, dans des conditions absolument épouvantables pour le coup. Donc une société de stricte discrimination et de stricte séparation. Ça serait un anachronisme, mais on peut parler d'une société d'apartheid. Hein, il n'est pas bon être fils de rouge dans l'Espagne franquiste. On ne fait rien, on n'a pas d'emploi public, on ne va pas à l'université. Voilà, on est réduit à la misère et à l'humiliation. Donc le village reflète parfaitement cette société hiérarchisée telle que le franquisme l'a construite à partir de 1939. Alors curieusement, au milieu des années 60, j'avance quand même un peu, ce village de Belchite n'intéresse plus personne. Ah, là j'ai passé une étape. Il faut que je vous parle de l'étape qui est celle des années 60. Les années 60, très curieusement, le village de Belchite, qui était si important dans la propagande franquiste, est déshabité, dépolitisé. À partir de 66-68, plus aucune cérémonie, plus personne. Oh, il y a toujours un vieux phalangiste qui traîne, mais il n'y a plus rien. Franco ne se redéplacera jamais, même les officiels ne viennent pas. Alors c'est très étrange ce qui s'est passé au milieu des années 60, on a l'impression que la marée s'est retirée et que Belchite est resté comme une coquille vide sur une plage, totalement déshabitée. Alors pourquoi ce retrait politique? Retrait politique parce que le franquisme en 1964 a fêté ce qu'on appelle les 25 années de paix. 39-64, ça fait 25. Et ça a été une cérémonie extrêmement importante où le franquisme a célébré les 25 années de paix, enfin une paix à coût de 160 000 morts, mais bon. Ce qui signifie en vérité que désormais, ce qui fait la légitimité du régime franquiste, c'est sa capacité à conserver la paix sociale, donc à éviter une nouvelle guerre civile, et puis à partir des années 60, sa capacité à favoriser la prospérité économique. C'est le miracle espagnol. Et ce sont les deux principaux piliers de la légitimation du régime dans sa deuxième phase, la paix sociale et la prospérité économique. Donc, la victoire de 1939, c'est plus très utile. Ça reste, mais ce n'est plus une source de légitimation importante pour le régime. Et c'est la raison pour laquelle, donc, il y a ce retrait politique de Belchite qui n'intéresse plus grand monde. Et comme il y a un abandon politique, eh bien, ce village va rester entre les mains de ses habitants, puisqu'ils en sont encore propriétaires. Et qu'en 1964 aussi, c'est un moment important, c'est la date à laquelle le dernier Belchitain quitte les ruines pour gagner le nouveau village. Donc à partir de 63-64, le vieux village est enfin désert, parce que jusqu'à présent, il était habité. Il devient donc enfin désert. Et il est totalement abandonné. Personne ne s'y intéresse. Et il est l'objet d'autres usages qui ne sont pas des usages politiques, qui ne sont pas des usages commémoratifs, mais qui sont des usages économiques. C'est-à-dire que les Belchitains vont récupérer les matériaux pour les vendre. Ils les vendent à Barcelone, ils les vendent en France, ils les vendent à Saragosse, ils récupèrent les tuiles, les fers forgés, les portes. Et donc, ce sont les Belchitains qui ont détruit leur village, véritablement. Et ils prennent des tracteurs et ils défoncent leur propre maison. Et ils récupèrent les matériaux. Et le Pueblo Viejo, qui était relativement en bon état jusqu'en 64-65, à partir de 65, connaît un processus de destruction accéléré, extrêmement rapide. Et aujourd'hui, il n'y en reste plus rien. Tout est par terre. Donc on a changé de régime mémoriel, on n'est plus dans un régime mémoriel franquiste qui se revendique de la victoire, on est dans un régime mémoriel qui se revendique de la prospérité et de la paix. C'est ça le grand mot, hein, c'est la paix. Vous allez me dire, quand Franco meurt en 1975, tout va changer. Eh bien non, rien ne change. Avec l'avènement de la démocratie, à partir de 1978, eh bien rien ne change. Pourquoi? Parce que la nouvelle démocratie espagnole est extrêmement mal à l'aise avec Belchite. Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est un grand monument fasciste, en vérité.
Comment revendiquer ça dans une démocratie? Comment faire de Belchite un monument de la réconciliation des Espagnols? C'est pratiquement impossible. Et pourtant, ils vont quand même essayer. Mais en vérité, il n'y a pratiquement aucune initiative politique, même après la mort de Franco, parce qu'il y a un embarras énorme. Et cet embarras, il n'est pas simplement à Belchite, hein, c'est l'embarras que toute la démocratie espagnole a dans sa politique de mémoire. Alors elle essaie de promouvoir la monarchie comme elle peut, et puis que faire des traces du franquisme qui sont partout, qui ont totalement changé les villes? Eh bien, on ne sait pas très bien quoi en faire. Donc en général, ce que l'on fait, c'est que on enlève les symboles quand même, évidemment, et puis ça reste là. Et puis on attend que ça tombe. Et puis si ça ne tombe pas, ça reste là. Voilà. C'est ça la politique de mémoire de la démocratie, de la jeune démocratie espagnole. Donc pas vraiment de changement de ton. Pas changement de ton. Il faut attendre la fin des années 80 pour que les choses changent. Et ça correspond à ça. Voilà. La fin des années 80. Qu'est-ce qui se passe à la fin des années 80? Il y a un monsieur qui vient de Belchite, mais qui est un architecte, et qui publie cet ouvrage en 1988, et qui est, vous voyez, un inventaire du patrimoine architectonique du vieux village de Belchite, publié là en 88. On est en 1988. C'est la première fois qu'on fait un relevé architectural des quelques bâtiments qui restent, c'est-à-dire les bâtiments qui sont en pierre de taille, parce que les autres sont pratiquement... Voilà. Vous voyez sur le plan, il a fait le relevé des bâtiments noirs, il n'y en a que 8. Tout le reste est par terre, il n'y a plus rien. Donc il fait le relevé. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi? Ça veut dire qu'on n'a plus un regard politique, mais qu'on a un regard patrimonial. On est au tout début d'une patrimonialisation des ruines de Belchite. Mais ce qui l'intéresse, M. Baquero Millán, c'est pas que Belchite soit une ruine de guerre. Ce qui l'intéresse, c'est que vous le voyez ici, Belchite et quelques-uns des bâtiments qui restent sont de style mudéjar. Et le style mudéjar, c'est un style très typique des artisans arabes sous domination chrétienne du XIVe et du XVe siècle. Quelque chose de très typique en Aragon, tellement typique d'ailleurs que ce clocher a été classé patrimoine de l'humanité. C'est ça qui l'intéresse, et c'est ça qu'il explique dans son bouquin. Si je fais le relevé, c'est parce que je m'intéresse au patrimoine mudéjar. À aucun moment, il ne dit que Belchite est un paysage de guerre. Mais petit à petit, passé 1988, eh bien, un nouveau regard patrimonial est porté. On va passer d'un regard esthétique à un regard qui va regarder, oui, qui est une patrimonialisation de la ruine de guerre. Au début, c'est la patrimonialisation du mudéjar, et on passe au contraire dans les années 90. Tout d'un coup, on s'aperçoit, le regard change, on s'aperçoit qu'on est devant des ruines de guerre. Mais d'ailleurs, est-on devant des ruines de guerre? C'est pas certain, parce que ceux qui connaissent Belchite savent qu'en fait, le village a été détruit par le climat et puis par la destruction des habitants. Ça a été un paysage de guerre, mais ça ne l'est plus du tout. Il y a un grand malentendu, en vérité, à Belchite. Initiative intéressante du maire de l'époque, qui s'appelle Domingo Cubel. Alors, je vous en parle parce qu'il a visité Oradour, et pour lui, Oradour, c'était son modèle absolu. Il voulait convertir son village en un Oradour espagnol. Et ils fondent une association qui s'appelle Belchite pour la paix, toujours la paix. Belchite pour la paix, et qui s'efforce de promouvoir et de classer ce village. Il n'y parviendra pas, puisque le village ne sera classé qu'en 2004, ce qui est assez tardif. Il fait beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup d'efforts, Domingo, pour promouvoir son village. Mais il est pris en fait dans une contradiction qui fait que ça ne peut pas marcher. Et la contradiction, c'est celle que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre qui est éminemment un cadre franquiste, et on essaie de promouvoir des valeurs démocratiques et des valeurs de paix, dans un cadre qui ne correspond pas véritablement à ça. Donc pour vous donner une idée d'une anecdote, donc Domingo Cubel, qui est typique d'une vieille élite franquiste reconvertie sur le tard à la démocratie, mais sincère. Il y a des républicains qui arrivent au village et qui lui disent nous on aimerait bien avoir notre monument républicain. Alors il a dit oui bien sûr, pas de problème, c'est la démocratie, vous aviez droit, etc. Donc il les accueille très bien, et au moment où ils veulent construire leur monument, il leur dit non, mais c'est pas la peine parce que vous avez la croix de los caídos. Vous avez qu'à mettre vos fleurs là.
Vous voyez le truc, donc les républicains, évidemment, ils sont repartis. Donc on est dans les cadres du franquisme, on essaie de faire entrer une mémoire démocratique là-dedans. Évidemment, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas faire de Belchite un monument de la réconciliation des Espagnols, ça ne peut pas marcher. Et c'est pourtant l'idée de Domingo Cubel, et je crois que c'est la raison pour laquelle son projet, il s'est beaucoup bougé, mais son projet a échoué. Évidemment qu'il a échoué. Mais pas complètement. Pas complètement, parce qu'à partir des années 2000, il y a quelque chose qui va se passer et qui va être un véritable tremblement de terre en Espagne. C'est le surgissement de ce que Pierre Nora appellerait le tout-mémoire, ce que la France a connu au milieu des années 70. Tout d'un coup, les Espagnols se prennent d'une passion absolument incroyable pour les problèmes de mémoire de la guerre civile, chose dont ils ne parlaient absolument jamais. C'est pas qu'ils avaient oublié, mais ils n'en parlaient pas. Et à partir des années 2000 est fondée la fameuse association pour la récupération de la mémoire historique qui commence ce fameux mouvement que vous connaissez tous d'exhumation des fosses communes des soldats républicains. Et à partir de là, une grande vague mémorielle déferle sur l'Espagne. Et à la faveur de cette vague mémorielle, évidemment, Belchite prend un tour un petit peu différent. Et du coup, il y a un petit peu d'argent public qui est débloqué pour essayer de récupérer ce qu'il reste, mais il reste rien. Alors ça, c'est un plan d'ordonnancement, on aménage un petit chemin, on fait un jardin, bon, etc. Je passe, et puis ben voilà ce qui reste. Donc, in extremis, on va sauver la tour de l'horloge, parce que c'est une tour mudéjar, d'ailleurs. C'est ça qui justifie le débloquement de l'argent. Ça, c'est la tour de la ville, l'entrée. Et ça, c'est une autre porte. Voilà, c'est tout ce qu'on a sauvé. 3 édifices. Évidemment, c'est un peu trop tard. Alors simplement, je voulais vous montrer ces 3 restaurations, donc 2002, 2012 et 2014. Elles ont été faites par le même architecte, qui s'appelle Javier Borobian, qui est un bon architecte de Saragosse. Et donc il est intervenu les 3 fois. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ces 3 interventions disent un rapport à la guerre civile totalement différent, sans même qu'il s'en soit rendu compte. La tour de l'horloge, vous le voyez, elle avait été écrêtée lors des bombardements, hein, elle a été coupée en 2. Donc il a consolidé la tour, et puis là il a mis un coffrage en bois, vous voyez la partie supérieure, qui rappelle le profil de la tour avant la guerre. Donc là, on ne nie pas qu'il y a eu la guerre, on la rappelle. Ici, pour la porte, vous voyez la porte, ça c'est en 1940, après la guerre. Regardez ce qu'il a fait. Il a reconstruit une porte, toute neuve, absolument toute neuve. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a fait, parce qu'on n'avait pas beaucoup de photos de la porte avant-guerre. Je crois qu'il l'a un peu inventée, en vérité. Il a fait une porte toute neuve, donc là, si vous voulez, c'est une négation complète, il n'y a pas eu de guerre civile à Belchite. C'est quand même un parti pris assez surprenant. Une négation de la guerre civile dans la reconstitution de cette porte. Et alors là, le 3e cas, c'est encore plus incroyable. Bon, ce bâtiment était en très mauvais état, les murs étaient en train de s'écarter, donc il fallait les... Comment on dit en français? Apuntalar. Non mais c'est incroyable, hein. Les étayer, voilà, merci. Bon voilà, donc il fallait les étayer. Bon ça, bien sûr, il aurait pu mettre des étaux en métal, etc. Ben non, il a construit, vous voyez, une fausse ruine. C'est quand même incroyable. En 2014, en Espagne, on construit des ruines. Donc là, vous dites la guerre, là, vous la niez, et là, vous en exagérez l'importance. C'est vous dire la variété des positionnements possibles vis-à-vis de l'événement traumatique, et puis surtout la très grande hésitation, et puis de la très grande incohérence de ces politiques de restauration. On ne voit absolument pas dans quel sens on va. On dit 3 choses différentes de la guerre, en vérité. Bon, il est déjà 7 heures, donc 8 heures, pardon, je vais rapidement terminer. Bon, vous avez compris que le Pueblo Viejo était le sujet de toutes mes attentions, mais avant de terminer, il faut même que je vous parle d'autre chose. Parce que quand on se souvient de quelque chose, par nature, on en oublie d'autres. Parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Donc la mémoire et l'oubli, c'est les 2 faces d'une même monnaie. Il est normal d'oublier des choses, ça n'a rien de maladif, ce n'est pas une maladie l'oubli. Bien au contraire, à mon avis, c'est même plutôt l'inverse. C'est peut-être la mémoire qui est... Bon, bref. C'est mon opinion personnelle. Donc,
vous avez bien vu qu'on se souvient du vieux village à Belchite, très bien. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on a oublié à Belchite? Ah, ben plein de trucs. Et ça, personne n'en parle. Et j'ai attendu beaucoup de temps avant que les gens commencent à m'en parler. Par exemple, on oublie simplement un détail que j'ai trouvé dans les archives à Madrid, c'est que qui a construit le nouveau village? Ben, des détenus républicains. Il y en avait 1000. C'était un des plus grands camps de concentration espagnols. Très connu, le camp de Belchite. Il est partout dans les archives, mais quand vous vous promenez dans les rues, il n'y a pas un habitant pour vous en parler. Et pourtant, il reste des traces. Moi, je les ai retrouvées, les traces du camp de travail. Et non seulement j'ai retrouvé des traces, mais en plus, bon, ça c'est le plan, vous ne le voyez pas bien, mais incroyable, il y a même des photos. Ça, c'est assez inédit. On voit les républicains qui se rassemblent devant cette chapelle où il y a l'aigle franquiste. Là, c'est une photo d'avion où on voit le camp, alors que le nouveau Belchite n'est pas encore construit. Et puis là, on voit les prisonniers qui sont en train de construire le nouveau Belchite. Et ça, personne n'en parle. Les détenus, les républicains, les brigadistes qui étaient emprisonnés et qui ont travaillé là pendant des dizaines, enfin, peut-être pas des dizaines d'années, mais au moins 15 ans. Ça, c'est une chose dont on ne parle pas. De quoi on ne parle pas aussi? On ne parle pas de ça. Alors ça, c'est juste à côté de Belchite, c'est à 2 minutes, environ 1 kilomètre. Personne ne vous le montre. Et moi, d'ailleurs, je suis tombé dessus un peu par hasard. Je n'ai même pas fait exprès. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des grands baraquements en briques, soigneusement disposés, et vous voyez, disposés en éventail, et là, il y a une chapelle. Bon, aujourd'hui, ça sert à entreposer du matériel agricole. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, c'est un village qui a été construit par la Phalange, donc par le parti fasciste, et ce qu'on appelle l'aide sociale de la Phalange. Ce n'est pas la sécurité sociale, mais c'est un peu ça. Et à quoi ça sert, ce village construit en 1938-39 par l'aide sociale de la Phalange? Ça sert à accueillir les Belchitains qui reviennent de la zone républicaine et qui ne peuvent pas habiter leur village en ruine, donc on les met dans ces baraquements qui sont de vrais casiers à des trucs à lapin. Hein. C'est épouvantable, hein. Il n'y a aucun confort, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, mais ils ont vécu 24 ans là-dedans. Et ça, les réfugiés, on ne vous en parle jamais. Et pourquoi on ne vous en parle pas? Parce que ces réfugiés, comme je vous l'ai dit, ils avaient été évacués dans la zone républicaine, donc ils reviennent de zone républicaine. Et donc, comme ils reviennent de zone républicaine, ils reviennent de la zone rouge. Donc, ce village, à Belchite, on l'appelle la Russie. Ben oui, parce qu'il est peuplé par des rouges. Alors ça, voilà, ça c'est l'inconscient des Belchitains qui ressort. Et ça, on ne vous en parle pas. Ça, c'est complètement oublié. Ce dont, évidemment, on ne vous parle pas, eh ben, c'est des innombrables fosses communes qu'il y a dans le village. Il y en a énormément. Alors, dans tous les villages espagnols, il y en a. Hein. J'exagère un peu, mais enfin, à Belchite, il y en a 5. C'est quand même énorme. Et toutes n'ont pas été fouillées, loin de là. La fouille, là, c'est le cimetière municipal. Il y a 2 fosses communes derrière ce mur. Hein. Il y a 2 fosses communes et elles sont en train d'être fouillées. Et ça, évidemment, personne n'en parle. C'est le produit de toute la répression franquiste. La répression républicaine, c'est un autre truc, ça, on connaît mieux. Donc ça, on ne parle pas. Donc on ne parle pas des détenus, on ne parle pas des réfugiés, on ne parle pas des Belchitains qui ont été exécutés, voilà, et on ne parle pas non plus du champ de bataille. Parce que comme le climat est très sec, vous êtes encore aujourd'hui, 80 ans après, vous pouvez ramasser des balles. Tout est là. Les tranchées, les fortins, les tunnels que les républicains avaient creusés pour protéger leurs pièces d'artillerie des bombardements de la Légion Condor. Tout est là. On a l'impression d'être dans une scène de bataille congelée. Mais comme c'est les républicains, on n'en parle pas. Donc il y a tout un inconscient et tout un continent oublié de Belchite dont on ne parle pas parce qu'on ne parle que du vieux village. Et je suis sûr que les radounos qui sont allés à Belchite, moi enfin vous me le direz après, hein, mais je suis sûr qu'on ne vous a pas emmené voir ça. Ça m'étonnerait que les gens de Belchite vous aient emmené voir ça, parce que précisément, c'est l'histoire que l'on ne raconte pas. C'est l'histoire des autres, ce sont les autres histoires de Belchite. Alors pour conclure, ce que je voulais vous dire, on pourrait se dire que les Belchitains ont vécu quelque chose quand même de tout à fait singulier, enfin tout à fait singulier. À Oradour, on vit la même chose, c'est de vivre avec des ruines en face de soi.
Et c'est ça un petit peu la question. Je me dis, mais comment fait-on pour vivre toute la journée avec le spectacle des ruines? D'autant plus qu'à Oradour, les ruines sont plus basses que le village nouveau, mais à Belchite, c'est l'inverse. Hein. Vous êtes constamment dominé par la ruine, quoi que vous fassiez. C'est très impressionnant. Donc je me suis posé, j'ai beaucoup travaillé d'histoire orale avec des gens très 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 âgés, puis des gens plus jeunes aussi, parce que je voulais savoir comment les choses se transmettaient dans les familles, etc. Et dans le discours, les gens me disaient non, mais le vieux village, on le voit pas. Ça ne nous intéresse pas. Il y a même quelqu'un qui m'a dit c'est comme s'il y avait un mur entre les deux. Ah bon? J'ai trouvé ça bizarre. Un jour, Domingo Cubel, le maire qui est venu à Oradour, me dit quelque chose qui a été un peu comme une illumination. Il me dit, tu comprends, Belchite, c'est particulier parce que le vieux village a un passé mais n'a pas d'avenir, alors que le nouveau village a un avenir mais il n'a pas de passé. Et j'ai trouvé ça une très jolie formule, parce que ce qu'il était en train de me dire, c'est qu'à Belchite, il y a une discordance du temps, il y a eu une rupture. En 1937-38, le temps a été brisé. Et cette brisure de temps, elle se lit dans l'espace, c'est-à-dire qu'elle se lit dans la juxtaposition des deux villages. Donc le rapport au temps, on peut l'étudier dans le rapport que les gens entretiennent entre le vieux et le nouveau village. Donc dans le discours, ils me disent « non, on n'y va jamais ». Mais moi, je sens cette discordance du temps qui est une discordance spatiale dans ce cas. Et puis je vis avec eux, je les regarde vivre. Et ce dont je m'aperçois, c'est qu'en fait, même s'ils n'en parlent pas, ils sont tout le temps dans les ruines. Ils y vont tout le temps. Ils y vont promener le chien, ils y vont faire des pique-niques, ils y vont déposer des fleurs. Ils y sont tout le temps, contrairement à ce qu'ils me disent. Et puis surtout, ce aussi que je regarde, à force de vivre dans le nouveau village, évidemment, je ne vis pas dans les ruines, et ben c'est qu'en fait, dans le nouveau village, il y a plein d'éléments du vieux village qui ont été réintroduits. Alors, par exemple, cette colonne qui trône au milieu de la mairie, sur la place de la mairie. Mais ensuite, quand on regarde un peu plus, dans l'église, vous voyez que le pupitre, c'est une ancienne pierre de la mairie du vieux Belchite. Ça, c'est le couvent. Ils ont réintégré la croix. Les saints ont été remis. Les noms de rues ont été remis. Et puis, vous voyez, il y a même ça, c'est Domingo Cubel. Lui, il va carrément chercher des morceaux du vieux village. Il en fait des bancs publics. Tout ce qui veut dire que les Belchitains, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, ils ont réussi à recoudre le temps. Ils ont réussi à recoudre l'espace. Ils ont réussi à assumer d'une certaine manière la brisure du temps et la brisure de l'espace. Et le vieux village, c'est comme s'il était à l'intérieur du nouveau village. Ça, c'est quelque chose qui est très très joli, je trouve. Et ça a été une surprise pour moi, je ne m'y attendais pas. Je vous montre une dernière chose, c'est le travail de quelqu'un du village. C'est un livre qui s'appelle « L'agonie du village », qui a eu beaucoup de succès. Alors, l'agonie du village, c'est un monsieur qui s'appelle Jaime Cinca. Il a pris toutes les photos qu'on avait, attention, en 1940. On est après la guerre. Vous voyez que Belchite est détruite, mais quand même pas très détruite. Vous voyez, bien sûr que c'est abîmé. Bon, c'est pas par terre. Donc ça, c'est des photos prises en 1940. Bon, et il reprend la même photo sous le même angle aujourd'hui, mais en couleur. Vous voyez la différence? La destruction est évidemment notable. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il juxtapose les deux. Et ce faisant, eh bien, il recoud lui aussi le temps, il recoud l'espace. Et il permet aux Belchitains, je crois, de vivre. C'est ce qu'on appelle des modes de résilience. Comment vit-on après la catastrophe? Les Belchitains ont inventé des manières de vivre après la catastrophe. Et ça, je trouve ça très intéressant. Par contre, vraiment je termine, je suis vraiment très bavard. Belchite, c'est très visité. L'autre jour, j'ai rencontré le maire que vous connaissez, Carmelo. Il m'a dit qu'il y avait 40 000 visiteurs par an. Alors, ce n'est pas Oradour, évidemment. Mais c'est quand même pas mal, 40 000 visiteurs. Et alors, ce que j'aimerais faire un jour, ça serait une étude, mais c'est ce qu'on fait à Oradour avec Babette, une étude des publics. Pourquoi les gens viennent là? Alors, si les Belchitains ont inventé des modes d'accommodement avec ce passé traumatique de la destruction et de la mort, pour autant, les visiteurs, pas du tout. Parce que les visiteurs, ils viennent des grandes villes. Et pour eux, Belchite, c'est un parc thématique de la guerre civile. Ils viennent là, très curieux,
faut reprendre contact avec un passé dont ils ignorent absolument tout, hein, parce qu'un Espagnol aujourd'hui, ne lui demandez pas ce que c'était que le POUM ou ils savent rien du tout de la guerre civile. Hein. Et quand ils viennent, ils voient à Belchite, pour eux, c'est un paysage de guerre. Or, je vous l'ai dit, en fait, les gens du village le disent, c'est pas vraiment un paysage de guerre. Mais les gens qui viennent de l'extérieur pensent que c'est un paysage de guerre. Et ils le vivent avec énormément d'émotion. Moi, j'ai vu des gens s'effondrer en pleurs au milieu des ruines. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, ça reste un lieu extrêmement actif, un lieu de mémoire, extrêmement actif dans la population espagnole. Paradoxalement, peut-être moins pour les Belchitains que pour les autres Espagnols qui visitent massivement ce village. Et donc, dans ce village, il se passe des choses très, très bizarres. Il y a des gens qui mettent des micros, qui enregistrent des voix du passé. Ça s'appelle les psychophonies. Si vous voulez, sur Internet, vous faites psychophonie Belchite, vous allez rigoler. Voilà, il y a plein d'enregistrements de fantômes, de gens qui crient, des bombardements, des trucs comme ça. Bon, moi, à mon avis, c'est plutôt des sons de tracteurs, mais bon, peu importe. C'est mon avis personnel. Mais voilà, enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, que ce soit vrai ou pas, peu importe, les gens y croient. Donc il y a des fantômes, tout le temps. Il y a des vierges, il y a des fantômes, il y a plein de trucs qui se passent, plein de choses irrationnelles. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un Belchite, finalement, je pense que c'est vraiment la petite lorgnette par laquelle on peut voir comment les Espagnols assument ou pas la violence traumatique de la guerre. Merci beaucoup de votre attention. Voilà. Vous voyez, c'est ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Hein. Il n'y a vraiment plus rien.